Tu sais, parfois la vie t'envoie des signes, mais tu fais semblant de ne pas les voir. Quand tu essaies de sourire, d'avancer, de faire comme si tout allait bien, alors qu'au fond de toi, quelque chose te ronge lentement. Il y a des situations qui paraissent petites, mais qui blessent plus que 1000 mots. Et parfois, cette douleur vient justement de là où tu attendais le moins. Tu as déjà ressenti ça? Cette sensation de ne jamais être assez, même quand tu donnes tout ce que tu as? Alors reste ici avec moi, car ce que tu vas entendre maintenant pourrait être bien plus réel que tu ne l'imagines. Et avant de continuer, profitant pour t'abonner à la chaîne. Ici, chaque histoire a une âme, chaque mot a une vérité, et je te promets que tu vas ressentir quelque chose de différent aujourd'hui. Tout a commencé un mardi après-midi des plus ordinaires. Lila était dans la cuisine lorsque son téléphone sonna. Le nom de sa belle-mère s'affichait à l'écran Agnès. Lila poussa un soupir automatique, s'essuya la farine des mains, puis décrocha. « Bonjour, Agnès, dit-elle gentiment, mais avec une pointe de tension dans la voix. « Bonjour, Lila, je ne te dérange qu'un instant, répondit Agnès d'un ton mielleux. Ce genre de voix douce que Lila avait toujours trouvée suspecte, comme s'il y avait toujours quelque chose de caché derrière. « Oui, dis-moi. Tu sais, cette année on aimerait organiser le dîner de Noël en petit comité, commença Agnès, et Lila sentit déjà que cela n'annonçait rien de bon. « En petit comité ?» demanda-t-elle, un peu déconcertée. « Oui, juste les membres les plus proches de la famille. Nous avons seulement invité Zoltan et sa famille avec les enfants. Tu sais, leurs enfants sont si bien élevés, si calmes. Pas comme les miens, coupa Lila d'une voix basse, mais tranchante. Un silence tomba à l'autre bout du fil. Ne le prends pas personnellement, dit enfin Agnès. Nous voulons simplement une soirée paisible, pour discuter, pour célébrer tranquillement. Et tes petits, ils sont toujours si turbulents. Lila se figea un instant. Elle sentit cette douleur familière se resserrer dans sa poitrine. Cette douleur qu'elle avait ressentie tant de fois lorsqu'on la comparait aux autres. Je vois, dit-elle finalement à voix basse. Donc ils sont trop agités pour toi. Ne sois pas vexée, répondit Agnès rapidement. Toi, tu es évidemment la bienvenue. Mais les enfants, peut-être l'année prochaine. Lila faillit laisser tomber son téléphone. Tu veux que j'aille à un dîner de Noël, sans mes propres enfants? Demanda-t-elle, cette fois d'un ton beaucoup plus ferme. Ne dramatise pas, répliqua Agnès, sa voix moins douce cette fois. Ce n'est qu'un soir. Ce n'est pas la fin du monde. Parfois, il faut faire des compromis. Je comprends, répondit Lila, sa voix désormais totalement neutre. Dans ce cas, je ne viendrai pas non plus. Comme tu voudras, répondit froidement Agnès. Mais n'oublie pas que la famille est la chose la plus importante. Et si tu t'en éloignes, il y aura des conséquences. L'appel se coupa. Lila resta un moment à fixer son téléphone, ne sachant même pas comment réagir. Son cœur battait vite, mais ses pensées fusaient encore plus vite. Elle savait très bien que ce n'était pas juste une décision banale de la part de sa belle-mère. C'était un message. Une ligne claire tracée. Une fois de plus, elle se retrouvait exclue. Bance, son mari, apparut à la porte du salon, le visage inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Lila leva les yeux vers lui, et quelque chose dans son regard avait changé. Ce n'était plus la tristesse habituelle, ni la résignation silencieuse. C'était autre chose. Agnès a dit que les enfants ne sont pas invités au dîner, dit-elle calmement. Bance resta bouche bée. Quoi? Mais pourquoi? Parce qu'ils sont trop agités. Ils se regardèrent en silence. Le visage de Bance se durcit, mais il ne dit rien. Puis, il finit par demander. Et toi? Je ne vais pas non plus, répondit Lila avec assurance. Pendant un instant, Bance fut surpris. Il savait que Lila avait toujours tout fait pour plaire à sa famille, qu'elle avait toujours encaissé les remarques pour éviter les conflits. Mais cette fois, quelque chose s'était brisé en elle. Peut-être que c'est comme ça que ça devait finir, dit Bance à voix basse.
Tu as essayé toute ta vie de te faire accepter. Il est peut-être temps d'accepter que cela n'arrivera jamais. Lila ne répondit pas. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il avait raison. Ce soir-là, Lila éteignit son téléphone. Elle ne voulait plus de messages. Elle ne voulait plus d'explications. Juste du silence. Et un peu de paix. Mais le lendemain matin, lorsqu'elle ralluma l'appareil, les messages étaient déjà là. J'espère que tu es fier de déchirer la famille. Tu penses toujours qu'à toi. Un jour, tu comprendras ce que tu nous as fait. Et enfin, le jour où tes propres enfants te rejetteront, tu comprendras. Le téléphone tomba de ses mains. Son estomac se noua. Ce n'était pas tant le contenu des messages qui lui faisait mal, mais plutôt le fait que ces gens, sa propre belle famille, croyaient réellement qu'elle était la fautive. Plus tard dans l'après-midi, une nouvelle blessure arriva, une photo postée sur les réseaux sociaux. C'était Agnès qui l'avait publiée. La table de Noël parfaitement dressée, Zoltan et sa famille souriant devant l'objectif. La légende disait « Rien de tel qu'être réunis avec la vraie famille ». Lila regardait la photo, et sentit la colère monter en elle. Ce n'était pas la photo qui la blessait, mais le message derrière. Ce message clair, « Tu ne fais pas partie de notre vraie famille ». Mais elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle posa simplement son téléphone en silence. Et c'est là que tout changea. Le lendemain matin, une enveloppe arriva par la poste. Le nom de Lila était inscrit dessus, à la main. Le contenu était choquant, relevé bancaire, liste d'achats, transactions, tout à son nom, mais elle n'avait jamais utilisé ces cartes. Bance examina les documents et blêmit. « Tu n'as pas fait ça, quelqu'un dépense sur ton compte depuis des mois, dit-il. » Lila acquiesça. « Je sais qui c'est. » À ce moment-là, le téléphone sonna. À l'écran, Agnès. « Réponds, » dit Bance doucement. Lila décrocha. « Qu'est-ce que tu fais, enfin ?» s'écria Agnès au bout du fil. « Pourquoi as-tu bloqué la carte ? Je ne peux plus rien payer. » « Parce que c'est ma carte, » répondit froidement Lila. « Allez, tu ne t'en servais même pas. On t'a juste aidé, depuis le début, tu sais très bien. Donc tu dépenses mon argent depuis des années, et maintenant je suis l'ingrate ? Lila, on est ta famille. » « Non. Vous avez juste profité de moi, » coupa-t-elle sèchement. Et à cet instant, il n'y avait plus de retour possible. Les jours suivants furent étranges pour Lila. Ce n'était pas la tristesse qui l'envahissait, mais plutôt une sorte de vide. Une lucidité froide. Une prise de conscience douloureuse mais nécessaire. Ce qu'elle avait toujours refusé d'admettre était désormais clair. Elle n'avait jamais vraiment été acceptée dans cette famille. Pas elle, ni ses enfants. Et tout à coup, elle ne voulait plus mendier une place qu'on lui refusait sans cesse. Bance l'observait en silence. Il voyait cette nouvelle lumière dans ses yeux. Ce n'était pas la colère, ce n'était pas de la vengeance. C'était une décision. Une force tranquille qu'il n'avait jamais vue chez elle auparavant. Un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Lila reçut un nouveau message. Cette fois, il ne venait pas d'Agnès, ni de Zoltan. C'était une lettre anonyme glissée dans la boîte aux lettres. Sur une simple feuille blanche, une seule phrase écrite à la main. « Tout le monde finira par voir qui tu es vraiment. » Lila resta figée. Ce n'était plus de simples reproches. C'était une menace voilée. Un avertissement sinistre. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pas par peur physique, mais par ce malaise profond que provoque le harcèlement psychologique. « Regarde ça, » dit-elle à Bance en lui tendant la feuille. Il lut la phrase, fronça les sourcils, puis demanda. « Tu penses que c'est eux ? Qui d'autre aurait intérêt à m'envoyer ça ?» répondit-elle calmement, mais le cœur battant. Bance acquiesça. Il connaissait sa famille. Trop bien, malheureusement. Tu sais, on pourrait aller à la police. Et leur dire quoi ? Qu'on reçoit des lettres anonymes ? Ils hausseront les épaules. Il n'y a aucune preuve. Mais Lila savait une chose,
Ce n'était que le début. Et elle n'avait pas l'intention de rester passive. 2 jours plus tard, un nouveau courrier arriva. Cette fois, c'était une photo. Lily et Marcy dans la cour de récréation, photographiées à leur insu. Au dos de l'image, un nouveau message, eux aussi sont à nous. Lila sentit son souffle se couper. Elle lâcha la photo, terrifiée. Ce n'était plus une simple histoire de tension familiale. C'était une escalade dangereuse. Une intrusion insidieuse dans leur intimité. Elle se sentit soudain exposée, observée, violée dans ce qu'elle avait de plus sacré, ses enfants. C'est terminé, dit-elle d'une voix tremblante à Banks. On va protéger notre famille. Quoi qu'il en coûte. Cette nuit-là, Banks installa des caméras autour de la maison, renforça les serrures, alluma des lampes à détection de mouvement. Mais aucun système de sécurité ne pouvait apaiser le tumulte dans le cœur de Lila. Elle ne dormait plus. Elle sursautait au moindre bruit. Elle vérifiait les portes 2 fois. Elle avait peur. Pas pour elle. Pour ses enfants. Le lendemain, un autre message arriva, cette fois par email. Le karma viendra te trouver. Et encore un autre, tu finiras seul. Toujours sans signature. Toujours froid, impersonnel, mais terriblement menaçant. C'est du harcèlement, dit Banks. Et c'est criminel. Je sais, mais ils ne s'arrêteront pas. Pas tant que je ne plie pas. Pas tant que je ne rentre pas dans leur jeu. Mais Lila n'avait plus l'intention de se taire. Plus jamais. Elle prit alors une décision radicale. Elle contacta Zofia, une ancienne amie devenue avocate spécialisée dans les affaires familiales. J'ai besoin de ton aide, dit-elle d'une voix ferme. Dis-moi tout. Lila raconta tout, les messages, les lettres, les photos, les années d'humiliation, la carte bancaire utilisée à son insu, l'exclusion du dîner de Noël. Tout. Sans filtre. Sans embellir. Juste la vérité nue. Zofia resta silencieuse un instant. Ce n'est pas une histoire de famille, Lila. C'est une violence psychologique. Et on va agir. Lila sentit pour la première fois une étincelle de soulagement. Elle n'était plus seule. Elle avait une voix. Elle avait une alliée. Ce soir-là, Banks s'assit près d'elle sur le canapé. Tu sais, je t'ai toujours admirée. Mais ce que tu fais maintenant, c'est une force que je n'avais jamais vue en toi. Lila le regarda, émue. J'en ai assez d'être celle qui se tait. Celle qui accepte. J'ai 2 enfants. Ils méritent mieux. Moi aussi. Et elle avait raison. Cette fois, elle ne se battait pas seulement pour elle. Elle se battait pour Lily. Pour Marcy. Pour chaque femme qui s'est déjà sentie de trop dans sa propre famille. Et ce n'était que le début. Les jours passaient, mais la tension ne diminuait pas. Lila avait l'impression de vivre dans une bulle où chaque regard, chaque silence, chaque bruit de pas pouvait être une menace. Les messages anonymes avaient cessé pendant 2 jours, mais ce silence n'était pas rassurant. C'était un calme étrange, comme celui qui précède une tempête. Zofia, l'avocate, travaillait sans relâche. Elle avait déjà commencé à rassembler les preuves, les relevés de compte, les lettres anonymes, les captures d'écran des messages, les photos des enfants, les publications sur les réseaux sociaux. Elle construisait un dossier solide, méthodique, rigoureux. Tu as plus de preuves que la plupart des victimes dans ce genre de situation, lui avait-elle dit lors de leur dernier appel. Et je ne parle même pas de l'aspect moral. Même légalement, ce que tu vis est condamnable. Mais malgré ce soutien juridique, Lila sentait en elle une autre bataille, celle contre les souvenirs. Car plus elle avançait, plus elle se souvenait des détails qu'elle avait appris à ignorer. Les petites remarques d'Agnès au fil des années. Les regards en coin. Les phrases passives-agressives. Les soupirs déguisés. Et toutes ces fois où elle s'était dit « Ce n'est rien. Je me fais des idées. » Mais non. Ce n'était pas rien. Ce n'était jamais rien. Un soir, alors qu'elle regardait Marcy dessiner sur la table du salon, elle sentit une boule dans la gorge. Ce petit garçon, innocent, joyeux,
aimant, était jugé, trop agité, par sa propre grand-mère. Comment pouvait-on poser de tels mots sur un enfant? Comment avait-elle pu, pendant toutes ces années, laisser ces jugements exister sans les remettre en question? Tu sais, maman, dit soudain Marcy, je t'aime fort. Même quand je fais du bruit. Lila éclata en sanglots. Elle ne savait pas s'il avait compris quelque chose, s'il avait senti quelque chose. Mais ces mots étaient arrivés au plus profond de son cœur. Bance la rejoignit et la serra dans ses bras. Tu fais tout ce qu'il faut. Ne doute plus de toi. Et elle comprit. Ce n'était pas elle le problème. Ce n'était jamais elle. Le lendemain, un nouveau rebondissement survint. Une lettre recommandée arriva chez eux. L'expéditeur, Agnès et Andra. Lila hésita à l'ouvrir, mais sa curiosité fut plus forte. Elle déchira l'enveloppe et lut le contenu. C'était une facture familiale. Oui. Noir sur blanc, une liste de dépenses détaillées, nourriture, vêtements, consultation médicale, éducation. Tout ce que ses beaux-parents disaient avoir investi en elle depuis son mariage. Et à la fin, une somme astronomique. Comme s'il lui présentait une addition pour avoir été accueilli dans leur famille. C'est une blague, s'écria Bance en lisant le document. Non, répondit Lila, les mains tremblantes. C'est leur dernier moyen de pression. Ils te demandent de payer pour avoir été leur belle-fille? Exactement. Et ils pensent que je vais céder. Bance jeta la feuille sur la table. On va leur répondre. Pas par des insultes. Pas par des cris. Mais par la vérité. C'est alors qu'ils décidèrent de convoquer une réunion. Une confrontation finale. Lila, Bance, Zofia. Face à Agnès, Andra et Zoltan. La rencontre eut lieu 3 jours plus tard, dans une salle neutre, à l'initiative de Zofia, pour éviter tout débordement. Agnès entra la première, droite, digne, glaciale. Son regard ne vacilla pas. Elle salua à peine. Andra restait en retrait, comme toujours. Zoltan semblait nerveux, mal à l'aise. Si nous sommes ici, c'est pour clarifier certaines choses, commença Zofia, posément. Il n'y a rien à clarifier, coupa Agnès sèchement. C'est elle qui a choisi de rompre avec la famille. Lila se redressa. Non. C'est vous qui avez mis les limites. C'est vous qui avez choisi d'exclure mes enfants, de me rabaisser, de me manipuler financièrement. Moi, je ne fais que me défendre. Tu es trop sensible, lança Andra d'un ton méprisant. Non, répondit Zofia, elle est simplement lucide. Et maintenant, elle a des preuves. Des preuves que vous avez abusé de sa confiance, utilisé ses ressources, menacé sa sécurité et celle de ses enfants. Agnès se crispa. Tu vas traîner ta propre famille en justice? Si c'est nécessaire, oui, répondit Lila calmement. Parce que je ne laisserai plus personne nous blesser sans conséquence. Zoltan baissa les yeux. Il ne disait rien, mais son malaise était évident. Et puis, vous savez quoi? Ajouta Lila, vous parlez de famille, mais vous ne savez même pas ce que ça signifie. La famille, ce n'est pas le sang. C'est l'amour. Le respect. La bienveillance. Un silence lourd s'installa. Personne ne répondit. Et à ce moment-là, Lila sut que quelque chose avait basculé. Elle avait repris le pouvoir. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas frappé. Elle avait simplement dit la vérité. Et cette vérité, personne ne pouvait plus l'effacer. Le lendemain de la confrontation, une étrange sérénité habitait Lila. Ce n'était pas une paix totale, mais une clarté nouvelle. Elle avait enfin dit ce qu'elle gardait en elle depuis des années. Et pour la première fois, elle ne se sentait plus coupable de poser ses limites. Elle savait que la guerre n'était pas encore finie. Mais au fond d'elle, quelque chose avait changé. Elle n'était plus la fille qui demandait à être acceptée. Elle était la femme qui savait désormais qu'elle n'avait plus besoin de validation. Ce matin-là, alors que Lila préparait le petit déjeuner, une idée lui traversa l'esprit. Elle ressortit une vieille boîte de souvenirs, au fond d'un tiroir.
Parmi les photos fanées et les lettres jaunies, elle retrouva une enveloppe qu'elle n'avait jamais ouverte. L'écriture était reconnaissable, celle de Reka. Reka. Le nom résonna dans son esprit comme un écho lointain. La sœur de Banks. Celle dont personne ne parlait. Celle qui avait été effacée de toutes les conversations, comme si elle n'avait jamais existé. Lila n'avait jamais compris pourquoi ce sujet était tabou. Et Banks, lui, restait toujours évasif quand elle posait des questions. Mais cette lettre, elle l'ouvrit enfin. À l'intérieur, quelques lignes, écrites avec tendresse et douleur à la fois. Si tu lis ceci un jour, c'est que tu as découvert la vérité. Je ne suis jamais parti. On m'a fait partir. On m'a rejeté parce que je ne voulais pas me soumettre. Garde ta lumière. Et protège tes enfants. Ils ne méritent pas le même sort que moi. Reka. Lila sentit ses mains trembler. Une bouffée d'émotion la submergea. Elle comprit, d'un seul coup, que l'histoire se répétait. Ce que ses beaux-parents avaient fait à Reka, ils tentaient maintenant de le faire à elle. Effacer. Éteindre. Écarter. Ce soir-là, elle en parla à Banks. Tu savais tout ça, n'est-ce pas? Il resta silencieux, les yeux baissés. Oui. Je savais. Mais j'avais honte. J'ai toujours pensé que c'était plus simple de se taire. De faire semblant que tout allait bien. Et maintenant? Maintenant je vois ce qu'ils sont vraiment. Et je suis fière que toi, tu n'aies pas choisi le silence. Ils restèrent là, enlacés, sans dire un mot de plus. Mais tout avait été dit. Les jours suivants, Lila reprit confiance. Elle redevenait elle-même. Plus forte, plus ancrée. Elle passait du temps avec les enfants, riait avec eux, décorait la maison, préparait les biscuits de Noël. Elle voulait que cette fête soit la leur, même si les autres tentaient de les exclure. Et c'est alors qu'un colis inattendu arriva par la poste. Une petite boîte, ornée d'un ruban rouge. Pas d'expéditeur visible. Lila l'ouvrit avec prudence. À l'intérieur, un petit ange en porcelaine, peint à la main, et une carte. Pardonne-les. Ils ne savent pas aimer autrement. R. Elle comprit immédiatement. C'était Reka. Lila sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle n'était pas seule. Quelqu'un d'autre avait traversé ce même chemin. Quelqu'un qui savait ce que cela faisait d'être rejeté par sa propre famille. Et pourtant, au lieu de nourrir la haine, elle envoyait un message de paix. Ce soir-là, Lila accrocha l'ange au sapin, tout en haut, là où la lumière pouvait l'atteindre. C'était plus qu'une décoration. C'était un symbole. Celui de sa résilience. De son choix de ne pas rendre la haine pour la haine. De son désir de construire quelque chose de nouveau, de sain, de vrai. Banks l'observa en silence. Tu sais, je crois que c'est le plus beau Noël qu'on ait jamais eu. Moi aussi, répondit-elle. Et pourtant, ce Noël n'avait pas de grande tablée, pas de parents, pas de cadeaux somptueux. Mais il avait ce que les autres n'avaient jamais eu, la sincérité, la paix, l'amour authentique. Mais la vie n'avait pas encore dit son dernier mot. Le matin du 24 décembre, alors que Lila préparait les dernières décorations, une voiture s'arrêta devant la maison. Banks alla ouvrir. C'était Zoltan. Seul. Il semblait nerveux, les yeux fatigués, le regard fuyant. Je ne veux pas déranger. Mais j'avais besoin de parler. Lila sortit sur le perron, hésitante. Je ne savais rien de tout ça, dit-il doucement. Je croyais vraiment que vous exagériez. Maman, elle m'a toujours dit que tu étais trop sensible, que tu inventais des problèmes. Et j'y ai cru. Jusqu'à ce que je voie les papiers. Les messages. Les photos. Lila le regardait en silence. Tu as eu le courage que moi je n'ai jamais eu. Tu leur as dit non. Tu as protégé ta famille. Et je voulais te dire que tu avais raison. Il lui tendit une petite enveloppe. C'est de la part de Reka. Elle m'a demandé de te la remettre si jamais j'osais venir te voir. Lila prit l'enveloppe, les mains tremblantes. Merci, d'être venu. Zoltan hocha la tête, puis tourna les talons.
Lila ouvrit la lettre. C'était une simple feuille, avec ces mots. Le véritable amour ne demande jamais que tu t'effaces. Il t'invite à fleurir. Merci de n'avoir pas laissé ton âme faner. Et c'est ainsi que, doucement, les blessures commencèrent à guérir. Ce Noël-là n'avait rien de traditionnel. Et pourtant, pour Lila, c'était le plus sincère qu'elle ait jamais vécu. Le sapin était modeste, les cadeaux simples, les rires des enfants remplissaient la maison sans effort. Pas de formalité, pas de tension feutrée, pas de sourire forcé. Mais la paix fragile fut à nouveau bousculée. Le matin du 25, alors que Lila était en train de préparer le chocolat chaud pour Lily et Marcy, la sonnette retentit. Bance jeta un œil par la fenêtre. Son visage se figea. « Ils sont là, dit-il d'un ton tendu. « Qui ? Tes beaux-parents, avec Zoltan. Tous ensemble. » Lila sentit son cœur se serrer. Elle n'avait pas peur. Mais elle savait que ce moment allait laisser une marque. Elle ouvrit la porte, le dos droit, le regard calme. Agnès fut la première à parler, toujours avec ce ton glacial, presque poli, mais tranchant comme une lame. « On ne vient pas pour se disputer, Lila. On vient parler de nos droits. »« Vos droits ?» répondit-elle, sans ciller. « Oui. Nous sommes les grands-parents de ces enfants. Et nous avons le droit de les voir. Si tu refuses, nous engagerons une procédure judiciaire. » Lila resta un moment silencieuse, puis éclata d'un rire sec. « Vous parlez de droits, après tout ce que vous avez fait ? Vous voulez des droits, mais vous avez renié des devoirs. » Agnès serra les lèvres. Andra restait en retrait, les bras croisés. « Ce n'est pas une menace, c'est un fait, insista Agnès. Le Code civil nous reconnaît des droits. Et la dignité, vous savez ce que c'est ? Répondit Lila. Moi aussi j'ai des droits. Le droit de protéger mes enfants d'un environnement toxique. Le droit de refuser la manipulation. Le droit de dire non. Zoltan, qui jusque-là était resté silencieux, fit un pas en avant. Ce n'est pas la solution, maman. Lila a raison. Tu ne peux pas exiger l'amour des enfants quand tu rejettes leur mère. Agnès se tourna vers lui, stupéfaite. Tu te ranges de son côté ? Je me range du côté de la vérité. L'atmosphère devint lourde. Même Andra semblait déstabilisée. Tu sais ce que tu fais, Lila ? Demanda Agnès, la voix vibrante de colère contenue. Tu détruis cette famille. Non. Je fais ce que vous auriez dû faire il y a longtemps. Protéger ceux qu'on aime. Pas les écraser sous le poids des attentes et du contrôle. Bance s'avança à son tour. Si vous osez intenter une action en justice, nous rendrons tout public. Chaque message, chaque note anonyme, chaque preuve de harcèlement. Nous ne nous tairons plus. Agnès se figea. Elle savait qu'il ne bluffait pas. Et vous savez quoi ? Ajouta Lila, en regardant sa belle-mère droit dans les yeux. La famille ne se définit pas par les gènes, mais par l'amour. Et vous avez perdu ce lien le jour où vous avez décidé que mes enfants n'étaient pas dignes de votre table. Un silence glacial suivit. Puis Andra parla, pour la première fois depuis longtemps. On vous a élevé. On vous a donné ce qu'on pouvait. Et voilà comment vous nous remerciez ? Ce que vous appelez « élever », c'était contrôler. Ce que vous appelez « donner », c'était acheter. Moi, je ne vous dois rien. Zoltan secoua la tête, presque triste. Peut-être qu'il est temps d'admettre qu'on a été élevé dans une illusion. Une image de famille parfaite qui ne reposait que sur la peur et l'obéissance. Lila sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle n'avait pas besoin de plairer. Elle avait dit tout ce qu'il fallait. Elle avait vidé son cœur. Maintenant partez, dit-elle calmement. Et si vous osez revenir avec des menaces, vous trouverez face à vous une mère prête à tout pour ses enfants. Sans un mot de plus, Agnès se retourna et quitta le seuil. Andra la suivit,
le regard noir. Zoltan resta quelques secondes, puis fit un petit signe de tête à Lila. Merci, d'avoir osé ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. Et il partit. Lila ferma la porte. Elle resta un moment silencieuse, la main sur la poignée, les yeux fermés. Le cœur battant, mais apaisé. C'est fini, souffla Bance. Oui, répondit-elle doucement. C'est fini, pour de bon. Et ce soir-là, pendant que Lily et Marcy chantaient près du sapin, pendant que les lumières clignotaient doucement, pendant que la maison respirait l'amour vrai, Lila sut que tout ce qu'elle avait perdu n'était rien comparé à ce qu'elle venait de gagner. La paix, la liberté, la dignité. Elle n'avait plus besoin d'être acceptée. Elle s'était acceptée elle-même. Et cela valait plus que toutes les invitations à n'importe quel dîner de Noël. Le matin du 26 décembre, la maison semblait différente. Le sapin était toujours là, les guirlandes encore allumées, les restes de biscuits jonchaient la table, mais dans l'air, il y avait quelque chose de nouveau, le calme. Un calme profond, sincère, presque sacré. Lila s'éveilla avant tout le monde, enveloppée dans un plaid, assise près de la fenêtre avec une tasse de café chaud entre les mains. Elle regardait la neige tomber lentement, recouvrant le jardin d'un blanc pur, comme une page vierge. Elle repensait à tout ce qui venait de se passer. Aux années de silence, d'humiliation voilée, de compromis étouffants. Aux luttes intérieures, aux nuits remplies de doutes, à la douleur de ne jamais se sentir assez. Et maintenant, tout semblait loin. Comme un rêve flou dont on se réveille fatigué mais lucide. Bance la rejoignit doucement, sans un mot. Il s'assit près d'elle, posa sa main sur la sienne. Il n'avait pas besoin de parler. Tout avait déjà été dit. Ce matin-là, les regards valaient plus que 1000 mots. Tu as changé, tu sais, dit-il doucement, en la regardant. Lila sourit. Peut-être que je suis enfin devenue celle que j'aurais toujours dû être. Les enfants arrivèrent en courant, encore en pyjama, riant, criant, s'émerveillant devant les cadeaux qu'ils avaient déjà ouverts 1000 fois. Lila les observa avec tendresse. C'étaient eux, son monde, son foyer, sa vérité. Tu sais, maman, dit Lily, c'était le plus beau Noël de tous. Et dans cette phrase si innocente, il y avait toute la vérité. Car ce Noël n'avait pas été parfait. Il avait été vrai. Et cela suffisait. Plus tard dans la journée, alors qu'elle rangeait quelques affaires dans le salon, Lila tomba sur la petite boîte envoyée par Reka. L'ange en porcelaine était encore là, intact, délicat, comme un gardien silencieux. Elle le prit dans ses mains, le caressa doucement, puis décida de le suspendre à nouveau au sapin, tout en haut, là où la lumière pouvait l'atteindre pleinement. Celui-là, on le gardera pour tous les Noëls, dit-elle à Bance. Il veillera sur nous, répondit-il. Le soir venu, ils s'assirent tous ensemble autour de la table. Pas de repas somptueux, juste une soupe chaude, du pain grillé, quelques biscuits faits maison. Mais l'atmosphère était douce, chaleureuse, simple. Et c'était tout ce qu'il fallait. Lila regarda Bance, puis ses enfants, puis l'ange au sommet du sapin. Et au fond de son cœur, elle sut, elle avait gagné. Pas contre Agnès, ni contre Andra. Elle avait gagné contre la peur. Contre le besoin de plaire à tout prix. Contre l'idée qu'elle devait s'adapter pour être aimée. Elle ne voulait plus prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle voulait simplement vivre pleinement, aimer librement, protéger ceux qui comptaient pour elle. Et dans ce silence apaisant, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix intérieure. Mais la vie avait encore une surprise à lui offrir. Le 31 décembre, alors qu'il préparait la soirée du Nouvel An, une enveloppe arriva par la poste. L'écriture sur le devant était familière. C'était celle de Reka. À l'intérieur,
une simple carte avec une citation manuscrite. L'amour ne contrôle pas. Il élève. Il ne juge pas. Il comprend. Il ne fait pas souffrir. Il guérit. Lila sentit une chaleur l'envahir. Elle relut la phrase plusieurs fois. C'était comme une bénédiction. Un nouveau mantra. Une vérité douce et libératrice. Elle accrocha la carte à côté de l'ange sur le sapin. Puis, elle prit un cahier vide et écrivit en première page. Ce que j'ai appris cette année. Aucune relation ne vaut la perte de soi. L'amour sain ne fait pas peur. Il n'est jamais trop tard pour choisir la paix. Cette nuit-là, ils célébrèrent le passage à la nouvelle année dans la simplicité. Pas de feu d'artifice. Pas de foule. Juste 4, autour d'un gâteau au chocolat, à jouer aux cartes, à rire, à raconter leurs souvenirs préférés de l'année. À minuit, Lila prit les mains de Bance et dit « Merci de m'avoir toujours soutenu. Même quand moi-même, je doutais de ma valeur. Tu n'as jamais eu à prouver ta valeur, répondit-il. Il suffisait que tu sois toi. » Et elle comprit. Tout ce qu'elle avait toujours cherché à l'extérieur était en elle depuis le début. Elle n'avait jamais été de trop. Jamais trop faible. Jamais trop sensible. Elle était juste humaine. Et cela suffisait. Les premiers jours de janvier apportèrent une légèreté inattendue. Pas dans l'air encore glacé, ni dans la routine quotidienne, mais dans le cœur de Lila. Chaque matin, elle se réveillait sans cette boule au ventre qu'elle avait si longtemps portée sans même s'en rendre compte. Il n'y avait plus de tension dans son souffle, plus de poids invisible sur ses épaules. Elle avait tourné une page. Et pas une simple page, tout un chapitre. Un matin, alors que les enfants jouaient dans le salon, elle s'installa à la table avec un stylo et ouvrit son carnet. Elle se mit à écrire. Pas une lettre de plainte, pas un récit de douleur. Juste ses pensées, ses leçons, ses vérités. Comme un journal de renaissance. J'ai toujours cru que la famille était ce lieu sacré où l'on est aimé sans condition. Mais j'ai appris que parfois, ce que l'on appelle famille, peut aussi être une source de blessures profondes. Alors j'ai choisi autre chose. J'ai choisi de construire un foyer, et non de survivre à une cage. J'ai choisi la paix, et non l'apparence. J'ai choisi l'amour vrai, même s'il n'est pas toujours applaudi. Elle relut ces mots et sourit. Elle ne les écrivait pas pour se convaincre. Elle les écrivait parce qu'elle les sentait. Parce qu'ils étaient vrais. Ce jour-là, elle décida de faire quelque chose de symbolique. Elle prit les vieilles décorations de Noël, les plus anciennes, celles qui venaient de chez Agnès et Andra. Elle les mit dans une boîte. Puis, elle se rendit au grenier, ouvrit une malle, et y déposa tout cela à l'intérieur. Pas dans un geste de colère, mais comme un acte de clôture. Un rituel silencieux de libération. Puis, elle redescendit, prit l'ange en porcelaine offert par Reka, le plaça dans une petite vitrine en bois dans le couloir, là où tout le monde pouvait le voir en entrant. C'était son nouveau symbole de foyer. Quelques jours plus tard, alors qu'elle déposait les enfants à l'école, une maman du quartier l'aborda. « Tu sembles plus légère, plus apaisée, Lila. Tu as fait quelque chose de différent ?» Lila sourit. « J'ai juste arrêté d'essayer de plaire à ceux qui ne m'aiment pas vraiment. C'est fou à quel point ça allège la vie. » La femme la regarda avec admiration. « Tu dégages une force tranquille. Ça fait du bien à voir. » Et Lila comprit, à ce moment-là, que son combat intérieur n'était pas vain. Il rayonnait. Il inspirait. Il guérissait, doucement. Plus tard dans la soirée, elle trouva un petit mot dans le cartable de Lily, écrit de sa main. « Ma maman est la plus forte du monde. Même quand elle pleure, elle reste un soleil. » Lila serra le mot contre elle, les larmes aux yeux. Ces mots d'enfant contenaient toute la reconnaissance qu'elle n'avait jamais reçue ailleurs.
Et c'était tout ce dont elle avait besoin. Le lendemain, elle reçut une dernière lettre. Non pas une menace, non pas une facture, mais une lettre sincère. Écrite à la main, sobre, douce. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour. Mais je veux que tu saches que tu m'as montré une autre manière d'aimer. Une manière plus vraie, plus entière. J'espère un jour mériter à nouveau un peu de ta lumière. Oltan. Lila ne répondit pas. Pas tout de suite. Mais elle ressentit une paix nouvelle. Car elle savait que sa force ne servait pas seulement à se protéger, mais aussi à ouvrir les yeux de ceux qui étaient encore enfermés dans les vieux schémas familiaux. Le soir venu, elle s'assit près du feu, un livre dans une main, une tasse de tisane dans l'autre, Banks dormant à moitié à ses côtés, les enfants déjà couchés. Elle regarda les flammes danser doucement, et se dit « J'ai traversé la tempête. Et je suis encore debout. Mais maintenant, je suis aussi libre. » Car la liberté ne venait pas de ce qu'elle avait perdu. Elle venait de ce qu'elle avait osé abandonner. Elle n'était plus la fille qui mendiait l'acceptation. Elle était la femme qui s'était choisie. Et qui avait choisi l'amour vrai, celui qu'on bâtit avec tendresse, avec écoute, avec respect. Et à ceux qui lui demandaient ce qu'elle avait gagné à se battre, elle répondrait désormais « La paix de ne plus me trahir ». Et c'est tout ce qui comptait. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que cette histoire t'a probablement touché d'une manière ou d'une autre. Peut-être as-tu reconnu certaines émotions. Peut-être as-tu ressenti ce pincement au cœur face à l'exclusion, l'injustice, le rejet silencieux. Peut-être même que tu t'es vu à travers les yeux de Lila. Car soyons honnêtes, nous avons tous, un jour, tenté de plaire à ceux qui ne nous regardaient pas vraiment. Cette histoire n'est pas qu'un récit de famille brisée. C'est une traversée, une métamorphose, une renaissance. C'est l'histoire de quelqu'un qui a longtemps cru qu'il devait s'adapter pour mériter l'amour, et qui finit par comprendre que le vrai amour ne se mérite pas. Il se reçoit. Il se vit. Il se partage. Et si toi aussi tu t'es déjà senti de trop, mis de côté, comparé, rabaissé, sache une chose. Tu n'es pas seul. Tu n'as pas à devenir plus calme, plus docile, plus silencieux. Pour être aimé. Tu as le droit d'exister pleinement. Tu as le droit d'avoir ta place. Tu as le droit de poser des limites. Tu as le droit de dire non à ce qui te blesse, même si ça vient de ta propre famille. Et si cette histoire t'a touché, alors je t'invite à laisser un like, à t'abonner à la chaîne, et surtout à partager en commentaire ce que tu as ressenti. Dis-nous, as-tu déjà vécu ce genre de situation? As-tu déjà eu à choisir entre toi et ceux qui disaient t'aimer? Que as-tu appris de ces moments? Quelle force as-tu trouvé en toi, quand tout semblait te dire de te taire? Ici, chaque commentaire compte. Chaque histoire partagée construit une communauté d'âmes sensibles, de cœurs vrais, de voix qui ne veulent plus rester muettes. Et si tu t'abonnes aujourd'hui, tu ne rejoins pas simplement une chaîne, tu rejoins un espace où la vérité est honorée, où les émotions sont légitimes, et où ton vécu est respecté. Et maintenant, si tu me le permets, j'aimerais te parler d'une autre forme d'amour. Un amour encore plus profond, encore plus inconditionnel. Un amour qui ne compare pas, qui n'exclut pas, qui ne fait pas de chantage émotionnel. Un amour qui ne t'oblige pas à te transformer pour être accepté. Je parle de l'amour de Dieu. Tu sais, au fil de cette histoire, on a beaucoup parlé de rejet, de blessures, de manque de reconnaissance. Et c'est justement dans ces moments-là que l'on découvre à quel point notre cœur a soif d'un amour vrai, d'un amour pur, d'un amour qui nous embrasse tel que nous sommes. Et cet amour-là existe.
Il est réel. Il est accessible. Dans la Bible, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lis bien ces mots. Dieu a tant aimé le monde. Pas les parfaits. Pas les sans faute. Pas ceux qui cochent toutes les cases. Toi. Moi. Nous tous. Dieu n'attend pas que tu sois sans défaut pour t'aimer. Il ne te rejette pas si tu es trop émotif, trop sensible, trop différent. Il t'aime tel, que tu es. Avec tes cicatrices, tes doutes, ton passé, ton silence, ton histoire. Et cet amour n'est pas seulement un mot dans un livre ancien. C'est une réalité vivante. Une invitation. Une porte ouverte. Dieu a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, pour que tu puisses connaître cet amour, pour que tu sois libre de tes chaînes intérieures, pour que tu trouves la paix que personne ici-bas ne peut vraiment t'offrir. Peut-être que tu n'as jamais entendu cela. Peut-être même que tu t'es dit: je ne suis pas assez bien pour Dieu. Mais justement, c'est parce que nous ne sommes jamais assez par nous-mêmes que Jésus est venu à notre rencontre. Pas pour nous juger, pas pour nous condamner, mais pour nous relever, nous sauver, nous guérir. Et aujourd'hui, cet amour est encore là. Il t'attend. Il ne force pas. Il invite. Peut-être sens-tu, dans ton cœur, que c'est le moment. Le moment de te rapprocher de celui qui ne t'a jamais rejeté. Le moment de déposer tout ton fardeau, ta fatigue, tes blessures aux pieds de celui qui a donné sa vie pour toi. Si tu ressens cela, tu peux simplement parler à Dieu. Là, maintenant. Pas besoin de mots compliqués. Il entend ton cœur. Tu peux dire: Seigneur, je viens à toi tel, que je suis. Je te remercie pour ton amour. Merci d'avoir envoyé Jésus pour moi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je t'ouvre mon cœur, je veux te suivre. Sois mon sauveur, mon guide, ma paix. Je te confie ma vie. Amen. Si tu as prié ainsi, sache que le ciel se réjouit pour toi. Tu viens de faire le choix le plus beau, le plus important de ta vie. Et si tu veux en parler, si tu as des questions, si tu veux apprendre à connaître plus cet amour, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Je serai là. On sera là. Tu n'es pas seul. Merci d'avoir écouté cette histoire. Merci de ton cœur. Merci de ta présence. Et n'oublie jamais, tu es aimé, tu es voulu, tu es précieux, À très bientôt dans une prochaine histoire. Et que l'amour vrai, celui qui guérit et restaure, remplisse ta vie, jour après jour.